Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce nouveau webinaire de Rose Up Association. Pour celles qui ne connaîtraient pas Rose Up, nous sommes une association de patients qui informe, accompagne et défend les droits des femmes atteintes de cancer. Vous nous connaissez certainement par Rose Magazine qui est distribué gratuitement dans les hôpitaux. Donc nous vous informons via ce biais-là, mais également via notre site internet rose-up.fr qui comporte tous les articles du magazine, mais également des contenus exclusifs. Nous vous accompagnons via les Maisons Roses à Paris et à Bordeaux, et pour celles qui n'habitent pas ces villes-là, via des ateliers en ligne et des webinaires comme celui que nous animons aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits auprès des instances politiques. Je me présente, je suis Émilie Goyer, je suis journaliste et scientifique, et aujourd'hui, on va parler de troubles cognitifs liés au cancer, et pour cela, j'accueille Jean Petrucci. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes, je suis donc Jean Petrucci, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et je travaille essentiellement dans le milieu hospitalier, en psychiatrie et en oncologie adulte. Et je suis également, j'ai aussi une activité libérale en tant que neuropsychologue donc, et en tant que psychothérapeute. Très bien. Voilà. Merci. Je fais bref. Non, mais c'est parfait. Donc, avant de démarrer, donc vous avez préparé une présentation pour avoir un support visuel, ça aide aussi. Je vais juste rappeler le fonctionnement de ce webinaire. Donc, vous pouvez nous poser vos questions pour celles qui se sont inscrites via Zoom, via l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran. Et pour celles qui nous suivent en live sur Facebook, j'essaierai de jeter un œil de temps en temps à vos commentaires pour également transmettre vos questions. Donc, je vous laisse partager la présentation que vous avez préparée. Là, et théoriquement, je vais mettre. Hop là. Théoriquement, ça s'affiche. Voilà. Ça s'affiche, c'est impeccable. Oui, donc vous avez présenté votre profession. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la neuropsychologie? Parce qu'on connaît bien, a priori, la psychologie, mais la neuropsychologie, c'est quoi exactement? Alors, la neuropsychologie, c'est une spécialité de la psychologie qui a pour but de mieux comprendre les comportements qu'on peut observer, comportements au sens large, tels que des problèmes d'attitude ou des problèmes qu'on peut avoir au niveau intellectuel, comme des oublis, le sentiment d'être désorganisé, avoir des problèmes de langage, etc. Et donc, notre travail, ça va être de mettre en relation ces difficultés-là qui sont observables par le patient, la patiente ou par son entourage ou par des professionnels de santé. On va essayer de mettre en relation ces difficultés-là avec des fonctions intellectuelles qu'on va tester au travers d'exercices, au travers d'épreuves. Et on va essayer de mettre également en relation ces difficultés-là avec le fonctionnement cérébral, les neurones, les circuits cérébraux, et avec le fonctionnement psychologique, psycho-affectif de la personne. Ok, c'est très clair. Donc, le thème de notre webinaire, c'est les troubles cognitifs. Ce n'est pas forcément un terme qu'on connaît très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça englobe, ces fonctions cognitives? Alors, les fonctions cognitives, j'aime bien les représenter sous forme de galaxies, c'est-à-dire avec toutes ces bulles, c'est-à-dire à l'intérieur de notre cerveau, on a plusieurs types de compétences, certaines que vous connaissez bien, d'autres que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est pas grave. Certaines compétences sont plus atteintes dans le cancer que d'autres. Évidemment, vous connaissez toutes les facultés d'attention, de concentration. On a aussi des facultés, toutes et tous, de mémoire à court terme, ce que nous, dans notre jargon de psychologue, on appelle mémoire de travail, et une mémoire à plus long terme, qui nous permet d'apprendre de nouvelles choses et de nous souvenir d'événements passés. C'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et on a aussi des facultés de haut niveau qui nous permettent de nous organiser au quotidien, de nous adapter à la nouveauté, de résoudre des problèmes, etc. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Voilà, donc c'est une famille qui est très, très large, pas besoin de tout retenir. C'est une famille ouverte,
chaque année, quasiment, la science apporte des petits changements, des petites modifications à mesure que les connaissances progressent. L'idée, c'est que vraiment, on va se focaliser aujourd'hui sur certaines fonctions cognitives, sur certaines compétences qui sont plus atteintes dans le cancer que dans d'autres pathologies. Très bien. Il me semble que vous avez une autre présentation sous la forme d'une Oui. maison. Alors voilà, pour essayer de schématiser un petit peu les choses, parce que forcément c'est très technique et j'en ai bien conscience, j'aime bien représenter les choses sous forme de maison. C'est-à-dire, on va imaginer que notre cerveau, c'est un peu une maison et que comme une maison, il y a des strates. C'est-à-dire qu'on a les fondations, voilà. On va avoir les murs de la maison et on va avoir le toit. Et donc, l'idée, c'est que les fonctions intellectuelles, on peut les schématiser de cette manière-là, d'une manière assez grossière, hein, j'en conviens, mais pour essayer de mieux comprendre la dynamique des choses. L'idée, c'est que notre fonctionnement cérébral, il ne peut fonctionner qu'avec des fondations solides, comme une maison. Les fondations solides, ça va être les capacités d'attention et les capacités de rapidité mentale, ce qu'on appelle la vitesse de traitement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on comprend les choses, on traite les informations, le tonus psychique, si vous voulez. Et donc, sans ces compétences-là, ce n'est pas possible d'avoir des compétences plus élaborées, de faire des activités plus complexes. Il faut toujours un peu d'attention et toujours une tonicité mentale suffisante. Et ça, peut-être que ça parle déjà à certains d'entre vous, que les traitements, par exemple, ils peuvent altérer nos capacités à nous concentrer et notre rapidité pour comprendre les choses, pour notamment les conversations, etc. On y reviendra. Sur ces piliers-là, sur ces fondations-là, s'appuient des compétences plus élaborées comme la mémoire à court terme ou la mémoire à long terme. On parlait de mémoire épisodique. Et donc, on a ces murs-là qui ont besoin d'attention et de rapidité pour s'ériger. Et enfin, on a au sens propre les fonctions exécutives qui chapeautent l'ensemble, qui permettent de contrôler, d'asseoir un petit peu les autres fonctions intellectuelles et finalement de les organiser et de les coordonner finalement. Et donc, ces différentes fonctions mentales-là, elles communiquent entre elles, elles sont interdépendantes. Le cerveau n'est pas compartimenté, il y a des communications étroites entre les différentes zones du cerveau et donc entre les différentes fonctions mentales, les différentes compétences. Donc ça va être vraiment très important de le retenir. S'il y a parmi les quelques éléments que vous pouvez retenir dans cette présentation que vous aurez par ailleurs, c'est vraiment cette image de la maison, gardez-la bien en tête parce qu'on va en avoir besoin après pour mieux comprendre. Voilà, donc les différentes fonctions communiquent entre elles. Et juste pour vous donner un petit élément, voilà. C'est important de comprendre que le cerveau, il n'est jamais au repos, d'accord? Constamment, on est en train de faire des choses et constamment, on est en train de faire plusieurs choses en même temps sans s'en rendre compte. Même pour des activités totalement banales, comme regarder une série quand on se repose le soir tranquillement, on va utiliser plein de fonctions intellectuelles sans s'en rendre compte. Pas besoin de tout analyser dans le détail, mais sachez seulement que même pour des activités totalement routinières, totalement automatiques pour vous, en fait, votre cerveau, il agit. Tous les instants, vous êtes attentif à quelque chose, tous les éléments, à tout moment, votre cerveau, il prend une décision pour agir. Et donc, même dans les activités du quotidien, il est possible que vous voyez apparaître des petites difficultés qui n'étaient pas présentes auparavant. Donc ça, c'est important de le repérer. Ce n'est pas simplement au travail qu'on va voir des difficultés ou dans des tâches exigeantes, ça va être peut-être au quotidien des petits ratés que peut-être vous ne faisiez pas auparavant et qui vont être davantage présents au quotidien. Alors justement, ces répercussions au quotidien, vous pouvez donner des exemples concrets? Alors, l'impact, justement, vraiment, ça va être, il faut garder en tête que ça va être peut-être des éléments parfois, des problèmes qu'on rencontrait auparavant, qui correspondent à des soucis de tous les jours, mais qui vont être anormalement fréquents et parfois plus intenses. Donc, c'est ça vraiment qui va faire la différence.
Alors, j'avais peut-être une petite vidéo à vous présenter Ah, on qui va vient essayer de lancer. de juste quelques secondes. Voilà, vous pourrez la revoir. Voilà, peut-être que vous la connaissez, vous pourrez la voir sur, sur le site de l'Oncopole de Toulouse. C'est une petite vidéo qu'ils avaient faite, que j'avais trouvée, voilà, au moins il y avait quelques éléments intéressants. Pour les premières secondes, j'espère que ça va marcher. Alors, qui vous présente un petit peu une situation. Ouais, ça fonctionne. Je ne suis pas sûre qu'on ait le son, par contre. J'ai l'impression que le son n'est pas partagé. Le son n'est pas partagé, c'est bien ce que je pensais. Je pense que ça fonctionnait, là. On commençait à entendre Émilie parler. D'accord. Oui, j'ai l'impression que ça coupe un peu. Pour expliquer un peu, c'est cette femme qui est au volant avec son mari à côté. Il lui dit de tourner à gauche et elle tourne à droite. Et puis finalement, elle finit par lui céder le volant. En plus, j'ai oublié le cadeau. Oui, c'est pas grave. On se fait tous les deux. Donc elle a oublié le je traduis parce que je crois qu'on n'entend pas très bien. En fait, elle a oublié le cadeau de son mari et elle est un peu gênée. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que la vidéo, j'ai l'impression qu'elle passe pas très bien. Ouais. Alors, donc l'idée de la vidéo, c'était vous pourrez la retrouver, c'est pour ça que je vous ai mis le lien Internet de toute manière. C'est toujours un petit peu challengeant ces vidéos intégrées sur Zoom. Donc l'idée, c'était le mérite de l'Oncopole de Toulouse, c'est vraiment d'avoir fait une petite vidéo de sensibilisation sur comment certaines difficultés pouvaient se traduire au quotidien et comment ça pouvait aussi être vécu par l'entourage. Ça va être aussi important, comment les autres peuvent le percevoir autour et quelle représentation ça peut activer dans l'entourage, avec tout ce qui est problème de communication au niveau des attentes, etc. Donc, on va y revenir. Donc, les difficultés liées au cancer, il me semble qu'il y a quelques points qui sont importants à retenir. C'est que déjà, ce que les patientes me rapportent, c'est le sentiment déjà de ne pas se sentir les mêmes qu'autrefois, avant la maladie. Il y a déjà un sentiment de quelque chose qui n'est pas revenu. Il y a un sentiment de différence. Et puis, ça va être surtout des problèmes de concentration en termes de distractivité, de problèmes pour inhiber tout ce qui est distraction, les bruits, les conversations, des choses qu'on pouvait supporter auparavant, mais qui deviennent moins supportables aujourd'hui. On va avoir aussi l'impression de fonctionner au ralenti, peut-être parfois beaucoup de patients qui se plaignent d'avoir des difficultés pour trouver leurs mots, des difficultés pour faire plusieurs choses en même temps, ce qu'on appelle le multitasking, etc. Et puis, globalement, avoir l'impression d'avoir la tête dans le coton, ce qu'on appelle le brouillard mental. Et donc, il y a le terme consacré dans le domaine anglo-saxon, c'est vraiment le chemofog. Chemo pour chimiothérapie et fog pour le brouillard anglais. Donc, c'est vraiment l'idée de brouillard mental consécutif au traitement contre le cancer. Alors, ça, on avait dit que… Alors, certainement que vous aurez des réponses, j'en doute pas. On pourra y revenir pour les questions notamment. Les difficultés cognitives liées au cancer, donc comme je le disais tout à l'heure, ce sont des difficultés d'intensité généralement légères, c'est-à-dire légères pour les professionnels de soins, j'entends. Hein, ça ne veut pas dire légères pour les patientes. C'est légère pour les professionnels de santé parce qu'on doit bien faire une gradation des difficultés. Mais évidemment, chaque situation est différente. Ce sont des difficultés qui ne sont pas toujours constatées par l'entourage. Ça, c'est important de le dire. Alors, l'entourage, ça peut être la famille, ça peut être aussi l'entourage amical, le professionnel. Et ce sont des difficultés qui ne sont pas toujours objectivées, c'est-à-dire quantifiées, remarquées scientifiquement,
par les examens médicaux. C'est-à-dire quand on fait des examens, ce que je fais couramment, des examens neuropsychologiques, c'est-à-dire des tests de mémoire, d'attention, etc., ou quand on fait une imagerie cérébrale, par exemple un scanner ou une IRM, ou quand on fait des bilans neurologiques ou des bilans sanguins, on ne va pas voir des choses apparaître, des anomalies, forcément. Et pourtant, la patiente, les patientes, et parfois les patients, hein, les hommes aussi, présentent des plaintes concernant leur fonctionnement avec parfois au quotidien de réelles difficultés qui n'étaient pas présentes auparavant. Donc, ça pose vraiment question. D'accord, donc on peut ressentir des troubles sans pour autant que des examens médicaux viennent prouver qu'il y a bien une atteinte cognitive. Si Exactement. Et ça, c'est un vrai souci parce que il y a quelques années, ça a pu être à l'origine d'un certain scepticisme des professionnels de santé du fait que on ne voit rien ressortir aux examens, donc ça n'existe pas. Ou c'est dans la tête, ou du coup, enfin dans la tête au sens de c'est psychologique, c'est psychiatrique, etc. Et donc, on a pu se poser des questions sur la légitimité des plaintes exprimées par les patientes alors qu'il y a une réelle détresse sous-jacente le plus souvent. Et ces troubles-là, ils sont fréquents au niveau de la plainte. Beaucoup de patients sont... Malheureusement, oui, en fait, c'est une réalité dont on prend de plus en plus conscience et toutes les études maintenant confirment que c'est une majorité de patientes et de patients qui, à un moment de leur parcours de soins, va présenter une plainte concernant son fonctionnement cognitif, concernant son fonctionnement intellectuel. Alors, pendant les traitements aigus, évidemment, notamment quand on est sous chimiothérapie, on va éprouver très souvent une fatigue intellectuelle, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, mais c'est possible que cela apparaisse à d'autres moments au décours de la prise en charge. Historiquement, évidemment, on a soupçonné en premier lieu la chimiothérapie parce qu'on sait que certains traitements peuvent pénétrer le cerveau. En fait, c'est quelque chose qu'il y a encore quelques années, on doutait encore un petit peu, on se disait « Oh non, le cerveau, c'est un organe très protégé, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans le cerveau, c'est improbable que la chimiothérapie agisse sur le cerveau. » Et on s'est rendu compte que certaines molécules, comme le 5-FU, qui est encore très souvent donné, peuvent pénétrer dans le cerveau, dans les neurones, et peuvent avoir ce qu'on appelle une toxicité neurologique, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir négativement sur les neurones qui sont à la base du fonctionnement cérébral. Et on a aussi… C'est pour ça qu'on parlait de chémophobes au départ. Voilà. Mais la chimiothérapie, ce n'est pas le seul traitement qui a un impact sur ces troubles, qui peut causer ces troubles. Alors, la chimiothérapie, voilà, c'est le type de traitement qui a été le plus longtemps soupçonné et qui est encore bien étudié, encore aujourd'hui. Mais maintenant qu'on a de nouveaux traitements, de nouvelles molécules, différents types d'interventions maintenant qui sont proposées pour les patientes et les patients, se pose la question des effets potentiels de ces traitements sur le fonctionnement cognitif des patients. Et donc, les thérapies hormonales qui sont prises par énormément de patientes et de patients, on a aujourd'hui des résultats qui sont assez contradictoires. À la vérité, pour l'instant, c'est compliqué de conclure parce qu'on a des patientes qui présentent vraiment beaucoup de difficultés et d'autres qui s'adaptent assez rapidement. Donc, peut-être que toutes les patientes et tous les patients ne sont pas égales et égaux par rapport au traitement et que certaines patientes sont plus sensibles que d'autres, notamment si elles présentent plus d'effets secondaires. Concernant les anti-angiogéniques, il y a quelques éléments qui sont plutôt en faveur de troubles potentiels créés par ces traitements-là. Et concernant l'immunothérapie, on a affaire à des traitements qui sont vraiment trop récents. Donc, on n'a pas du tout de recul suffisant par rapport à ces traitements-là. Et enfin, il faut savoir que les connaissances avancent et qu'aujourd'hui, certains chercheurs soupçonnent que le cancer lui-même, de par ses mécanismes biologiques, entraîne lui-même des difficultés cognitives, peut-être même avant les traitements, par globalement des mécanismes inflammatoires. C'est pour ça qu'on est passé finalement de cette notion de chemobrain dont on parlait tout à l'heure à la notion plus générale de
cancer brain, c'est-à-dire de troubles cognitifs liés au cancer en général. Que ce soit la maladie en elle-même voilà. et les traitements. On est moins précis parce qu'on ne peut pas s'engager maintenant, aujourd'hui, sur une cause particulière. Et d'autant plus que les situations des patientes sont de plus en plus personnalisées. On essaie d'individualiser les soins un maximum. Donc, les parcours deviennent de plus en plus différenciés. D'accord. Et tous les cancers sont concernés. C'est ce sur quoi vous vouliez appuyer également. Voilà, c'est vraiment tous les cancers. Évidemment, le cancer du sein, c'est vraiment le cancer un de ceux sur lequel on a le plus de recul parce que voilà, les patientes ont de plus en plus une espérance de vie qui est augmentée grâce au progrès des connaissances, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais tous les cancers sont concernés, hein, y compris chez l'homme. Hein, on parle des femmes aujourd'hui, mais également les hommes sont concernés, sauf que les hommes vont moins facilement vers les soins, c'est bien connu. Ils vont moins facilement se plaindre, moins facilement parler de leur vulnérabilité. Donc, mais les cancers, ovariens, les cancers de tout ce qui est tractus digestif, etc., les lymphomes aussi. Enfin, on peut avoir une diversité de cancers qui sont concernés par ces troubles cognitifs. Et en tout cas, ce sont des troubles, on avait dit tout à l'heure, d'intensité légère à modérée. Ces troubles, ils sont dépendants évidemment, donc on a dit du type de traitement, mais aussi de l'intensité du traitement et de sa durée. Ce n'est pas la même chose quand on a de la chimiothérapie et quand on n'en a pas. Ça dépend du type de molécules qu'on a reçues, du nombre de cycles, etc. Ces difficultés, en tout cas, elles ont tendance à décroître dans le temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment une courbe qui s'abaisse dans le temps et on a une normalisation de la situation sur le plan intellectuel, sur le plan cognitif, dans les mois qui suivent la fin des traitements. Globalement, voilà, globalement, on peut pas. C'est compliqué de donner une durée précise parce que, encore une fois, toutes les situations sont différentes. Alors, j'en profite, il y a Karine qui souffre de ces troubles depuis 2 mois, alors qu'elle a arrêté la chimio depuis 4 mois. Ouais. Ça touche notamment sa mémoire immédiate et elle se demande Ouais. si c'est définitif ou si elle pourra récupérer avec le temps. Donc, a priori, vous semblez dire justement, voilà, par rapport, c'est pile poil dans ce qu'on évoque. C'est, alors là, quelques mois après la fin de la chimio, j'ai envie de dire, c'est extrêmement courant, c'est extrêmement fréquent. Ce sont des patients que je rencontre, que j'ai pu rencontrer voilà, très régulièrement. Sont des situations connues. Voilà, c'est important de comprendre que ça va décroître et que ça va revenir dans une période comprise entre 6 mois et 2 ans. Voilà, c'est une tranche, je sais, qui est très large, mais on a un peu tous les cas de figure avec des patientes qui se remettent très vite et d'autres qui vont mettre plus de temps. Parfois, on trouve des situations qui sont un petit peu plus complexes et ça peut dépasser 2 ans, mais à chaque fois, il faut bien investiguer pour voir peut-être les points qui posent problème et voir vraiment le cas particulier de chaque patiente. Mais globalement, toutes les études sont concordantes pour dire ça, qu'on va vers une amélioration. Voilà. Une amélioration qui est progressive. Dans ces troubles qui durent dans le temps, on a justement Cyril qui nous dit qu'elle en souffre toujours alors que sa chimio est terminée depuis juillet 2019. Alors, elle précise que sa chimio est terminée, mais je crois comprendre qu'elle est encore sous hormonothérapie et peut-être même sous thérapie ciblée. Donc là, finalement, elle est encore sous traitement. Donc Alors, voilà, c'est traitement au sens large. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, la plupart du temps, quand on parle de traitement, c'est plutôt radiothérapie, chimiothérapie, etc. L'hormonothérapie, ce n'est pas un traitement aigu, mais c'est un traitement qui peut être mal supporté par pas mal de patientes. La patiente que je viens de citer supportait mal son hormonothérapie. Donc, il peut y avoir des conséquences aussi par rapport à ces effets secondaires. Donc, c'est important de voir un petit peu, de retracer avec chaque patiente un petit peu la chronologie, un petit peu des difficultés pour voir sur quoi on peut agir et à partir de quand on a vraiment observé des problèmes.
D'accord. Donc, on nous pose déjà des questions sur les solutions. On va en parler un tout petit peu plus tard. Là, on va essayer de comprendre ce qui provoque ces troubles. Est-ce que c'est le cerveau qui est endommagé? Qu'est-ce qui se passe au niveau biologique? Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que, comme on l'a dit, suivant les examens qu'on fait, on ne va pas remarquer grand-chose. En fait, si on regarde superficiellement les choses, on peut se dire il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, quand on investigue un petit peu les choses différemment, par exemple, là, je vous ai montré une étude, je vous montre les images d'une étude qui est assez connue aujourd'hui, qui est assez frappante. En haut, vous avez le cerveau qui est représenté de patients qui ont reçu la chimiothérapie et on les met dans une machine qui permet d'observer le cerveau et on fait on fait faire des tâches aux patientes, des tâches de mémoire notamment qui sont assez complexes. Et en bas, vous avez donc la série B, donc la série horizontale en bas. Vous avez des sujets qui n'ont pas de cancer, qui n'ont pas reçu de chimiothérapie. Et en fait, les zones que vous voyez s'activer en rouge, c'est là où le cerveau est très, très actif, en fait, et mobilisé par les tâches qu'on fait faire aux patientes et aux sujets qu'on appelle des sujets contrôle. Et en fait, ce que vous observez, c'est que globalement, dans la ligne supérieure, dans la ligne A, donc dans les cerveaux des patientes, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de rouge, donc il y a beaucoup plus d'activité. Et donc, par rapport au sujet témoin, au sujet contrôle, il y a plus d'activité. En fait, mobilisé par les… Ah, il y a un petit écho. Et donc, vous voyez qu'il y a plus d'activité dans le cerveau des patientes. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les résultats de l'étude montraient que les performances des patientes étaient les mêmes que celles des sujets contrôle. C'était les mêmes. C'est-à-dire qu'elles ne réussissaient pas moins bien. Mais par contre, ce que les images vous montrent, c'est que le cerveau des patientes était beaucoup plus activé. Ce qui veut dire, ce qui nous fait suggérer qu'en fait, pour effectuer une même tâche que d'autres personnes, les patientes dépensent plus de ressources, font appel à plus de moyens internes que les personnes qui n'ont pas de cancer, qui n'ont pas reçu de traitement. De sorte que de l'extérieur, on ne voit pas la différence. On se dit, oui, les personnes sont capables de faire les choses. Sauf que c'est plus fatigant. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les patientes, cette plainte de fatigue cognitive, de dire, oui, je travaille, oui, je fais les mêmes choses qu'auparavant, mais en fin de journée, je suis lessivée. En fait, je dois me reposer pendant des journées entières, j'en peux plus. Et ça, c'est le signe, c'est le genre d'étude qui montre que peut-être il y a une trace cérébrale qu'on peut chercher à retrouver, qui montre que c'est peut-être dans la communication entre les neurones, entre les différentes parties du cerveau, qu'il faut peut-être chercher la solution et pas simplement dans l'allure générale du cerveau. C'est plutôt quand le cerveau fonctionne que là, il y a un problème. Et pourquoi? Parce que peut-être les traitements agissent directement sur les connexions entre les neurones. D'accord. Je vous laisse continuer sur la chimiothérapie. Alors oui, juste pour un schéma qui peut sembler un petit peu technique, mais en fait qui synthétise un petit peu ce qu'on a dit depuis le début. En fait, le fonctionnement intellectuel, il est vulnérable à plein de choses. On n'est pas tous égaux. Et en fait, votre fonctionnement intellectuel au milieu, effectivement, il va y avoir les diagnostics, le traitement contre le cancer chimio-hormonaux qui va intervenir avec tous les effets secondaires tels que la fatigue, les difficultés de sommeil, la ménopause chimio-induite, etc. Mais on sait que, on tombe malade aussi alors qu'on a déjà peut-être d'autres difficultés comme des comorbidités, des problèmes vasculaires, des problèmes de diabète, d'hypertension, etc. Tout dépend aussi de notre âge. On sait aussi que notre fonctionnement intellectuel, il est dépendant aussi de notre style de vie et de notre état psychologique aussi, il ne faut pas l'oublier.
Aussi, on sait que notre degré d'éducation peut jouer aussi. Le fait d'avoir fait beaucoup d'études ou d'avoir un métier qui est très stimulant, ça nous donne davantage de ressources que quand on n'a pas eu la chance de pouvoir faire beaucoup d'études. Et que globalement, il y a des mécanismes biologiques très complexes qui sont à l'œuvre et qui peuvent influencer le fonctionnement intellectuel. Donc, et vous voyez qu'il y a plein de flèches dans tous les sens, c'est très, très complexe. Mais l'idée, c'est que c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble et que quand on cherche à comprendre pourquoi on a des troubles intellectuels à la suite des traitements, c'est important d'aller regarder un petit peu partout. C'est-à-dire évidemment les traitements qui ont été reçus, mais aussi votre état de santé général, votre histoire personnelle, comment vous dormez, est-ce que vous prenez d'autres traitements, etc. Donc, ça devrait donner lieu à une consultation spécialisée pour vraiment essayer de pointer les zones sur lesquelles on va pouvoir agir. D'accord. Oui, donc on a bien compris que c'est très complexe, donc ça explique probablement pourquoi le diagnostic n'est pas forcément est Voilà. facile à établir. C'est redoutable en fait. Il n'y a pas forcément un coupable responsable des troubles cognitifs. Quand on a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette patiente qui évoquait le fait qu'elle avait arrêté la chimio, mais peut-être qu'il y avait aussi un traitement par hormonaux derrière. Du coup, suivant le moment auquel on consulte, voilà, il faut arriver à se souvenir à partir du moment auquel on a eu des difficultés. Bon, voilà. Et c'est dur de retrouver le point vraiment de départ des difficultés et de savoir vraiment quel est le responsable. Parfois, le trouble, il n'est pas vraiment dû au traitement en lui-même, mais aux effets secondaires du traitement. Quand on a une hormonothérapie, qu'on n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'on a des douleurs, qu'on n'arrive pas à trouver sa position, qu'on dort, on se réveille 4, 5, 6 fois par nuit, bon, c'est peut-être pas tellement le traitement en lui-même, mais peut-être les effets secondaires, le fait qu'on ne dort pas, qui est peut-être responsable. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être traiter le sommeil pour essayer d'aller mieux. Voilà, c'est une piste parmi d'autres, mais c'est vraiment toute une réflexion à avoir et ça prend du temps. Je tenais à faire un petit point sur les prescriptions complémentaires. On en parle trop peu souvent que quand on prend des somnifères, d'autres traitements, les antidouleurs, des anxiolytiques, des benzodiazépines, ça peut agir aussi sur le cerveau. Il n'y a pas que les traitements anticancéreux qui agissent, il y a aussi tous les médicaments qu'on peut prendre à côté parfois qui peuvent agir sans qu'on le sache. Et tout médicament toute prescription qui est sur le long cours doit être réévaluée régulièrement parce que ça peut générer au décours du temps un impact sur le plan cognitif. C'est bien connu aujourd'hui. D'accord. Donc, voilà, ça demande vraiment de voir une vision assez complexe, assez globale de la situation de chaque patient et de chaque patiente. Alors, je rebondis quand vous parlez d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. On a Roger sur Facebook qui nous dit que son docteur a associé ses troubles de mémoire à une dépression. On a Marie-Thérèse qui dit prendre du Xanax. Donc, ce sont des médicaments qui sont censés traiter la cause, mais qui pourraient peut-être l'aggraver finalement. Alors, les antidépresseurs, il faut voir le type de traitement et voir la durée de traitement et voir évidemment la posologie. Les antidépresseurs, a priori, améliorent le fonctionnement intellectuel parce que si on est vraiment déprimé, la dépression en elle-même altère le fonctionnement attentionnel et la mémoire. Donc, les antidépresseurs, en soulageant les problèmes dépressifs, va de fait contribuer à l'amélioration des problèmes intellectuels. Par contre, les anxiolytiques, globalement, et surtout si c'est les benzodiazépines, le Xanax, a priori, appartient à cette famille-là, si on en prend sur la durée, ça peut favoriser les problèmes d'attention et de mémorisation. Les anxiolytiques, théoriquement, ça doit être pris sur une courte durée et sous contrôle médical régulier. D'accord ? Ça ne doit pas devenir une habitude. Même si, si on a des problèmes pour contrôler son anxiété, etc. Il y a d'autres techniques aujourd'hui qui peuvent exister et qui peuvent vraiment aider et qui ne sont pas médicamenteuses. D'accord, très bien. Je vous laisse continuer votre présentation, du coup. Alors, donc,
ça va être une évidence pour bon nombre d'entre vous, mais c'est important de le rappeler quand même. Il y a vraiment ces troubles cognitifs, même si on a du mal à les objectiver, même si ce n'est pas toujours bien compris par le monde médical. Aujourd'hui, la recherche montre qu'il y a un réel impact sur la qualité de vie. On a refait une étude récemment grâce à RoseUp, notamment, auprès des adhérentes. Et vraiment, on sait qu'il y a un avant et un après-cancer et que, notamment sur le plan cognitif, il y a un réel impact. Donc, on est très, très loin de la fabulation, de l'imagination. Il y a des conséquences très concrètes. On a des conséquences qui sont aussi bien sur le plan de l'identité, sur l'image de soi, avec des patientes qui vont nous rapporter que, ça on l'a dit, je ne sais pas combien de fois, je deviens folle ou je suis en train de développer un Alzheimer, j'ai peur de développer un Alzheimer, donc une pathologie de la vieillesse, une pathologie neurodégénérative, le sentiment de double peine, le fait d'avoir eu un cancer et d'avoir des conséquences après au niveau neurologique, une honte qu'on développe, l'anxiété aussi que ça génère de ne pas comprendre ce qui nous arrive. On a aussi un impact au niveau évidemment professionnel pour toutes les patientes qui vont reprendre une activité, qui craignent de reprendre une activité professionnelle, de dire je ne vais pas être à la hauteur, je ne peux pas reprendre dans ces conditions-là. On va s'apercevoir que je ne sais pas faire. En plus, ça fait longtemps que je suis arrêtée. On va se dire que voilà, qu'est-ce que les autres vont dire aussi? Qu'est-ce qu'on va me dire? Donc, est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois prendre un mi-temps? Est-ce que je dois faire une reconversion? Enfin, voilà, j'ai un peu tous les discours. Hein. Je confirme, il y a Magali sur Facebook qui dit avoir peur de la reprise du travail. Il y a aussi Virginie qui se demande comment elle peut expliquer ça au travail. Elle dit quand on veut me faire apprendre une nouvelle activité et que je ne me sens pas de la faire, on me rappelle que j'ai eu un cancer et pas Alzheimer. Donc là, c'est pareil, c'est une question de reconnaissance du trouble. Oui. C'est très problématique, hein. Le milieu du travail, c'est très, très épineux parce que, voilà, bon, il y a le secret médical et puis ça dépend. On a un peu toutes les situations là aussi. Hein. Il y a des patientes qui ont un milieu professionnel qui est très contenant, qui est très accueillant, très soutenant. Et puis, malheureusement, il y a d'autres situations où l'entourage professionnel est moins soutenant. On va réaborder ça, mais effectivement, l'idée, c'est quand même de faire entendre que oui, on n'est plus dans les soins aigus, oui, on est retourné au travail, mais on peut avoir des effets sur le moyen terme qui ne sont pas gravissimes, mais on a encore des effets tels que la fatigue. Hein. Enfin, il y a plein d'effets secondaires qu'on a encore pendant plein de mois post-traitement. Et c'est aussi à l'entourage d'entendre qu'on peut avoir des moments de fatigue, on peut avoir des moments de coup de mou où on a besoin d'être un peu épaulé ou du moins d'avoir un peu de bénéficier d'un peu de compréhension et d'un peu d'empathie par rapport à ces difficultés-là. Après, parfois, le milieu professionnel peut s'adapter aussi. Ce sont des situations que j'ai rencontrées. Hein. Donc, dans certains cas, ça se passe bien aussi. Ok, donc pas hésiter à en parler. Et puis, pour ceux qui ont besoin de preuves scientifiques, on verra un peu plus tard qu'il y a de plus en plus d'études dans le domaine. Donc, voilà, c'est sans forcément dramatiser, effectivement, ce n'est pas Alzheimer, mais dire, voilà, à la suite des traitements, le niveau d'énergie, il reste parfois fragile. Ça peut se traduire aussi par des problèmes de concentration, donc ça peut mimer des problèmes de mémoire, mais parfois, effectivement, il faut réexpliquer les choses, faut être un petit peu plus patient, il faut noter les choses ou donner un délai supplémentaire. Voilà, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est aussi à l'entourage de s'adapter à ça. Parce qu'on sait que de toute manière, la situation va se normaliser. C'est juste que voilà, il faut encore attendre un petit peu et être compréhensif par rapport à ces choses-là. Mais là encore, le problème, c'est que ça n'est pas connu. C'est ça. Voilà, on en revient toujours à la même question. Alors justement, vous avez fini sur cette partie-là ou vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, juste 2 points. Au niveau familial, c'est quelque chose qui a été confirmé aussi dans les études qu'on a pu mener récemment. C'est que l'entourage familial aussi, ça peut entraîner une reconfiguration des rôles à l'intérieur de la cellule familiale pour celles qui ont un compagnon ou des enfants. Parfois, la femme, c'est celle qui est encore la mère, c'est l'image que j'ai choisie tout à l'heure, la mère Wonder Woman, qui fait plein de choses. Voilà. Et c'est compliqué pour certaines patientes de à nouveau tout assumer, alors que la famille est très en demande que à nouveau la mère s'occupe de tout, alors que ça devient vraiment compliqué de tout gérer.
Donc là aussi, parfois, on a vu qu'il y avait un impact au niveau familial et parfois au niveau social aussi, avec des patients qui avaient tendance aussi à s'isoler, de voir moins de monde, de peur de se mettre en difficulté. Mhm. Ouais, alors, où est-ce qu'on en est de la prise en charge de ces troubles en France? Votre slide n'est pas très rassurant. Oui, oui, alors oui, parce que On va voilà, commencer il par les y a un mauvaises nouvelles. Comme ça, constat, c'est fait. il y a un constat à faire. Bah, vous l'aurez déjà compris un petit peu. C'est voilà, on a un manque d'information qui est global. Il y a il y a une carence d'information. Et, et ça, c'est une situation qui est en train d'évoluer heureusement, mais il faut savoir que la France a du retard sur les États-Unis. Par exemple, même dans le domaine scientifique, les premières synthèses scientifiques sur le domaine des troubles cognitifs dans le cancer datent des années 2000. Ouais. Et en France, on n'en a pas. Voilà, il faut savoir que même pour les professionnels, les experts, etc., il n'y a pas de synthèse française. Aux États-Unis, ils ont prévu des ouvrages grand public que vous pouvez par exemple avoir sur Amazon, que j'ai trouvé sur Amazon. Et en France, on n'a rien. Là aussi, on n'a pas d'ouvrage grand public, vous savez, comme chez Odile Jacob, qui parle de différentes problématiques de santé. Voilà, on n'a pas d'ouvrage, ou chez Marabout, on n'a pas d'ouvrage grand public. Donc, en fait, les patientes sont livrées un petit peu à elles-mêmes pour trouver des informations. Et donc, c'est un paradoxe, ça, parce que quand on regarde un petit peu les études, les troubles cognitifs, je l'ai vraiment entouré en rouge, sont identifiés comme des enjeux vraiment importants du suivi à long terme des patients qui ont eu un cancer. Donc, on est dans un paradoxe total avec des besoins qui existent, voilà, qui sont bien reconnus, mais par contre, il n'y a absolument rien, quasiment rien qui n'est fait à destination des patients et des professionnels de santé. Il ne faut pas les oublier non plus. Donc, s'ils ne sont pas sensibilisés, de fait, ils ne peuvent pas non plus sensibiliser les patients et les patientes. Et aussi, on a du mal à dépister. Par conséquent, si on connaît mal ces troubles, forcément, on les dépiste moins, j'imagine. Et oui, effectivement. Alors, l'animation se fait. Hop là. Effectivement, il y a peu de moyens de dépister ces troubles-là aujourd'hui. Il y a de plus en plus de professionnels qui sont sensibilisés. Mais par exemple, si on prend rien que les centres de lutte contre le cancer, il y a 5 consultations à ma connaissance qui existent à ce jour. Alors, c'est un peu en augmentation, hein, c'est le point positif, mais ça reste très, très peu. Hein. Et au niveau hospitalier, c'est très dépendant. Par exemple, en région parisienne, on a une consultation spécialisée dans l'assistance publique, les hôpitaux de Paris. Mais il y a peu de professionnels qui peuvent proposer des bilans, notamment, parce qu'on parlait de bilan neuropsychologique. Après, il faut aller voir en libéral, et ça, c'est un coût supplémentaire. Et là aussi, il faut trouver des professionnels qui sont formés, et ça, c'est un vrai challenge. Donc, on va passer quand même aux bonnes nouvelles, parce qu'il y en a. Il y en a heureusement, ben non, sinon on ne ferait pas ce webinaire, ça serait un petit peu dommage. Les bonnes nouvelles quand même, outre le fait qu'on a dit que ce sont des troubles qui sont temporaires, c'est que la recherche avance. Hein. La France est en train de rattraper un petit peu son retard. Il y a notamment sur le plan, il faut le savoir, que notamment le Centre de lutte contre le cancer, François Baclès à Caen, a créé une plateforme qui alimente beaucoup de recherches en ce moment sur le cancer et la cognition. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Et notamment l'étude Quantocoq, peut-être certaines d'entre vous ont participé à cette étude, qui permet de suivre les effets, de suivre des patientes atteintes de cancer du sein sur le long terme pour voir un petit peu les effets des traitements sur le fonctionnement intellectuel. Il faut savoir qu'à destination des professionnels, il y a un premier référentiel de bonnes pratiques qui a été édité en octobre 2020. Vous voyez, c'est extrêmement récent. Hein. Oui. Tout ce dont on parle, c'est extrêmement récent. Donc, voilà, les choses avancent, ce n'est pas suffisant, mais ça avance quand même. Et je vous assure que c'est déjà énorme parce que ça veut dire qu'on a vraiment des documents à destination des professionnels. Et l'AFSOS, donc l'Association francophone des soins oncologiques de support, c'est une grosse association. Ça permet de diffuser des informations de qualité. Très bien. Alors, on va parler des solutions maintenant parce que je pense voilà, que ce qui vous intéresse le plus. Et je sais bien que c'est ça qu'on voudrait directement sauter à ça, mais c'est important que vous ayez on pense sincèrement qu'il faut quelques éléments de compréhension pour justement comprendre pourquoi on vous propose des solutions et sur quoi elles peuvent agir.
Déjà, ça semble basique, mais c'est pas si évident que ça, hein. Justement parce qu'on n'en parle pas assez, c'est important que vous-même, en tant que patiente, vous en parliez autour de vous, que ça soit à votre médecin oncologue, Ah, un petit problème de connexion, je crois. vous avez ces difficultés-là. On m'entend? Oui, oui, c'est bon. Donc, Il y a c'est eu un important que vous en problème de parliez. connexion. D'accord, la connexion est peut-être un petit peu instable. C'est important que vous en parliez à votre oncologue ou à votre médecin traitant en signalant ces difficultés-là, parce que ça peut donner lieu à des examens complémentaires. Par exemple, une prise de sang supplémentaire, une consultation neurologique, une imagerie cérébrale, que sais-je, etc. Et c'est important de pouvoir avoir accès à une consultation spécialisée en neurologie ou en gériatrie, suivant l'âge que vous avez, et d'avoir peut-être un courrier pour avoir des examens plus approfondis comme un bilan neuropsychologique, soit en milieu hospitalier, soit en libéral. Sachant que les psychologues ne sont pas remboursés, vous savez, c'est une grosse problématique, mais dans certaines situations, ça peut être indiqué pour approfondir un petit peu les choses ou même se rassurer soi-même. Ça peut être intéressant. Et c'est important d'en parler aussi aux autres patients. Voilà, entre vous, voilà, il ne doit pas y avoir de tabou par rapport à ça. Voilà, je suis toujours surpris de voir à quel point ça fait du bien aux patients, aux patientes, de pouvoir échanger entre elles sur cette problématique-là. Oui, il y en a beaucoup qui nous le disent en commentaire là. Merci, ça me rassure. Comme vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas folle. Non, C'est pas juste, non, non. c'est pas juste moi. Vous êtes pas C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit. Alors, ça, c'était un point. Le deuxième point important, c'est le but de ce webinaire, hein, c'est de rappeler encore et toujours qu'on a affaire à des troubles qui sont d'intensité légère à modérée, qui sont passagers, très variables, c'est tout le problème, hein, très variables d'une patiente à l'autre. Et ils ne donnent pas lieu, et ça c'est important, on commence à avoir des données qui nous permettent, qui sont suffisamment anciennes pour le dire, que ça n'augmente pas le risque de développer ce qu'on appelle une démence. On ne devrait plus appeler ça une démence, mais globalement Alzheimer, les pathologies dégénératives liées à la vieillesse, voilà, ça ne donne pas de démence précoce. Voilà. On n'est pas dans cette problématique. Donc, l'idée est de baisser le seuil d'anxiété. D'autre part, c'est important, semble-t-il, d'accepter ces difficultés-là. Alors, accepter, ça ne veut pas dire banaliser ou dire « OK, il n'y a pas de problème ». Non, accepter, d'un point de vue psychologique, ça veut dire intégrer cette expérience à son parcours de vie. C'est-à-dire que vous avez vécu des choses vraiment extrêmement compliquées et certainement que vous continuez à vivre des choses très compliquées en ce moment pour certains d'entre vous. L'annonce de la maladie, les différents traitements, les répercussions sur votre vie, etc., tous les effets secondaires que vous pouvez éprouver, eh bien, l'idée, c'est de se dire que voilà, les effets cognitifs, ce sont des effets secondaires parmi d'autres. Voilà. Il y a des effets, parfois il y a des douleurs, il y a eu la chute des cheveux pour certaines, il y a eu des cicatrices, il y a un amaigrissement, que sais-je, il y a eu plein d'effets. Et peut-être qu'il y a encore des effets qui vous gênent encore aujourd'hui. Ben, les effets cognitifs, ça fait partie du cortège. Voilà. C'est gênant, c'est désagréable, c'est pénible, c'est frustrant, vraiment, c'est vraiment très complexe. Mais ça fait partie du reste, en fait. C'est ça que j'appelle accepter. C'est dire, ben, voilà, vous avez eu des difficultés, ben, ça fait partie du lot, malheureusement, des effets des traitements. Voilà. Sauf que, encore une fois, on n'en parle pas. On n'en parle pas suffisamment de ces effets-là. Donc, pour autant, ce n'est pas une fatalité, on peut agir. Voilà, exactement. Et donc, c'est très important, l'activité physique modérée. Là, je vais vous présenter donc des éléments qui peuvent paraître assez de bon sens, mais en fait, on a des preuves scientifiques maintenant qui viennent attester ça. Ce n'est pas juste pour vous dire quelque chose de positif. C'est vraiment qu'on a de plus en plus d'éléments de preuve que l'activité physique, évidemment, c'est bon pour la santé en général, c'est bon pour la prévention des rechutes, etc., des récidives, mais on sait qu'il y a un lien qui est très complexe entre
activité physique et cerveau. Voilà, ce n'est pas très bien compris. Il y a des mécanismes qui sont à l'étude, mais on sait en tout cas qu'il y a un effet. Voilà. Il y a un effet sur l'humeur. On sait que c'est bon pour l'humeur, mais on sait que c'est bon aussi pour le fonctionnement cérébral, le fonctionnement cognitif, par des mécanismes complexes que je vous passe, mais on sait que ce n'est pas anecdotique. Donc, l'activité physique modérée, adaptée, régulière, que vous pouvez intégrer à votre mode de vie, c'est déjà un premier pas. Et ce n'est pas forcément le plus simple. Hein. C'est pas forcément le plus simple. Mais on sait que c'est efficace. Est-ce qu'il y a des activités physiques qui sont plus bénéfiques que d'autres? On voit là une femme qui fait certainement du Qigong ou de la danse, où il y a des sortes de chorégraphies à apprendre. Alors, à ma connaissance, on n'a pas forcément vraiment comparé l'efficacité de telle ou telle technique, mais on sait que, évidemment, tout ce qui est Qigong, etc., ça peut aider, mais on sait aussi que les sports de percussion qui provoquent un petit peu des sauts comme la course à pied ou la corde à sauter, par exemple, on sait que ça peut favoriser la sécrétion de molécules qui agissent sur le cerveau de manière bénéfique. Aussi. Ce sont des données aussi qui sont assez récentes, qui demandent aussi à être un peu consolidées, mais globalement, ce sont des activités qui sont assez intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce que vous pouvez faire, ce que vous aimez faire, et que vous le fassiez régulièrement. C'est ça qui est important. Ne vous faites pas mal et ne vous fatiguez pas outre mesure, mais l'idée, c'est d'intégrer cette pratique-là à votre mode de vie, à votre hygiène de vie. D'accord. Quand c'est possible, évidemment. L'alimentation aussi est importante. Là aussi, on connaît le rôle de l'alimentation vis-à-vis du cancer, je ne vous apprends rien. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir que le cerveau, comme tout organe, il a besoin de nutriments et que le cerveau, il est constitué de gras. On oublie souvent de le dire. Une partie importante du cerveau est constituée de gras, de lipides. Et donc, on a besoin de lui apporter des lipides qui sont nécessaires à son fonctionnement. Donc, toute la famille des oméga. Vous connaissez bien peut-être, 3, 6, 9, etc. Donc, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est poisson gras, etc. Donc, dans la mesure du possible, adapter aussi son régime alimentaire de manière à apporter au cerveau ce dont il a besoin. Et ça aussi, l'alimentation, par des mécanismes assez complexes, a montré qu'on pouvait aussi, sur le long terme, agir sur le fonctionnement intellectuel. Autre élément qui peut être intéressant, notamment pour certaines d'entre vous, peut-être que beaucoup de gens doivent connaître maintenant aujourd'hui la mindfulness, qu'on appelle la pleine conscience. Donc, ce sont des techniques de méditation. Alors, on l'utilise souvent pour l'humeur. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il peut y avoir un effet au niveau intellectuel aussi. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, la pleine conscience, c'est une méditation qui entraîne la faculté à se recentrer sur l'instant présent, sur l'ici et le maintenant, et à mettre à distance les pensées, notamment négatives, qui peuvent nous traverser, ou les émotions négatives qui peuvent nous traverser. Et en fait, c'est un entraînement qui est utile pour les problèmes anxieux, les problèmes dépressifs, mais on sait que globalement, c'est aussi un entraînement attentionnel. Parce qu'en fait, on va être régulièrement distrait pendant sa méditation par des pensées. Forcément, on ne fait rien, donc on va être distrait par des pensées, des choses qu'on a à faire, etc., ou des souvenirs. Et en fait, l'idée, c'est de se recentrer. Donc, en fait, on va entraîner sa souplesse mentale, on va laisser gambader son attention, puis on va la recentrer. Et donc, ce mouvement-là, en fait, cet entraînement-là va muscler, entre guillemets, si j'ose dire, l'attention. Et ça, on commence à avoir des éléments de preuve assez intéressants pour dire que la mindfulness peut être une forme aussi à part entière d'entraînement cérébral. Et bien sûr, vous l'aurez compris, si vous réduisez aussi votre anxiété et si vous réduisez aussi vos symptômes dépressifs, forcément, au niveau attentionnel ou au niveau de la mémoire, ça va mieux fonctionner aussi indirectement. Alors, Delphine nous dit qu'elle fait de la méditation guidée et que ça l'aide aussi à accepter ces troubles. Bien sûr, totalement. C'est quelque chose on n'a pas fini de découvrir tous les bienfaits de la pleine conscience. Ensuite, je tiens à rassurer certaines qui pourraient être un peu, parce que je le sais d'expérience, qui pourraient être un petit peu
sceptique par rapport à la pleine conscience, c'est pas fait pour tout le monde, d'accord? C'est pas fait pour tout le monde. Il faut pas culpabiliser par rapport à ça. Voilà. L'idée, c'est on vous présente des techniques, des stratégies. Prenez ce qui peut vous servir, ce que vous pouvez essayer de mettre en place. L'idée, c'est d'essayer. Si c'est pas pour vous, c'est pas grave. On essaiera autre chose, d'accord? Alors, Le en but, parlant c'est de ça, d'essayer. d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que Magali sur Facebook nous dit franchement, la reprise du sport pour moi actuellement me paraît totalement impossible, Bien trop de sûr. fatigue, trop rapidement. Là, c'est pareil, on parle plutôt d'activité physique adaptée. Ouais, On ne vous demande ouais, pas de faire de la course à pied. bien sûr. Donc là, je vous invite à suivre les webinaires qu'on fait avec Jocelyne Roland, voilà, qui vous donne des exercices très simples, adaptés pour que vous repreniez une activité physique sans vous fatiguer. Et aussi, on a aussi cette idée reçue que quand on est fatigué, il ne faut pas faire de sport, mais souvent l'activité physique aide aussi à soulager la fatigue, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc C'est voilà, il faut juste contre-intuitif. trouver la bonne activité. Exactement. Et voilà, il faut pas se forcer, il faut pas, voilà, il faut s'écouter, mais effectivement, euh, peut-être essayer des petites choses. L'idée, c'est de commencer pas à pas. Voilà, il ne faut pas se faire violence. Là, effectivement, parmi vous, il y a des patients il y a des personnes, des patients qui sont dans des situations différentes. Peut-être que certaines pourront se saisir de certaines choses, d'autres, ça sera un petit peu plus tard ou pas du tout. Voilà, enfin, vous ferez autre chose. Voilà. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qui est à votre disposition. Et par exemple, la mindfulness aujourd'hui, notamment si vous habitez en Île-de-France, mais même hors Île-de-France, vous avez, je vous ai mis un petit lien, la possibilité facilement d'avoir accès à des séances de présentation, d'expérimentation et à des ateliers. C'est vraiment bien répandu maintenant. On en fait également via RoseUp, hein, des ateliers de méditation, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur notre Super. planning. Autre point important, et là, je ne saurais trop insister dessus, c'est le sommeil. Beaucoup de patients, on le sait maintenant dans les études, ça ressort de manière voilà, toujours majoritaire, c'est la problématique du sommeil pour bon nombre de raisons. Parce qu'on a des problèmes d'anxiété, parce que voilà, on a des angoisses, parce qu'on est déprimé, mais aussi parce que parfois on a des douleurs, ou parfois on a des insomnies qu'on ne comprend pas. Voilà, parfois on ne sait pas du tout. Eh bien, le sommeil, on ne peut pas avoir un bon fonctionnement cognitif si on n'a pas un bon sommeil, un sommeil de qualité suffisante. Il ne s'agit pas d'avoir un sommeil parfait, mais d'avoir un sommeil de qualité suffisante. Et aujourd'hui, on a plein de moyens de traiter, on a un arsenal. Déjà, évidemment, vous avez toutes les recommandations d'hygiène du sommeil qui semblent simples, mais en fait, je vous assure que c'est loin d'être simple de les appliquer. En général, si on les applique bien comme il faut, on a à peu près 80% des problèmes de sommeil qui sont déjà éliminés. On peut Il y donner a aussi la quelques, mindfulness. on peut donner quelques exemples de ces... Alors, par exemple, on sait que, le soir, il faut diminuer l'activité physique. Ça, c'est quelque chose, bon, ça veut dire notamment quelques heures avant le coucher. Ça veut dire qu'il faut aussi supprimer, par exemple, les écrans, toute forme de stimulation. Il faut abaisser aussi les sources lumineuses. La luminosité excite le cerveau. Ça veut dire pas d'écran dans les chambres, notamment pas de télé dans la chambre, pas de portable non plus dans la chambre, pas de tablette dans la chambre. Diminuer aussi tout ce qui est bruit, tout ce qui est aussi, il faut aussi, par exemple, essayer de se lever à la même heure, parce que c'est ça qui va nous régler notre rythme veille-sommeil. Ça peut être aussi le fait de ne pas manger trop lourd le soir, de ne pas consommer d'alcool le soir, évidemment pas d'excitant le soir. Et je rappelle que le thé avec théine est un excitant, par exemple. Etc. Donc, je vous ai mis le petit lien sur le réseau Morphée qui vous représente un petit peu toutes les stratégies d'hygiène du sommeil. Je vous assure que ce n'est pas si simple. Moi-même, j'ai du mal à les appliquer. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple. Vous avez aussi la méditation dont on a parlé. Il y a aussi des techniques de relaxation qu'on peut mettre en place et qui peuvent être assez intéressantes. J'ai pas mal de patients qui utilisent ces méthodes-là et ça les aide à se rendormir, notamment quand il y a des réveils nocturnes. Vous avez aussi… Il y a Hélène Oui, qui demande si la sophrologie peut aider aussi. oui, c'est une forme de prise en charge voilà. Voilà, j'ai mis relaxation au sens large, mais la sophrologie, il y a pas mal de patients qui utilisent la sophrologie.
go, go, on y va, on utilise. Utilisez ce qui marche pour vous. C'est important, utilisez ce qui marche pour vous. Vous êtes toutes différentes, il faut utiliser ce qui marche, il faut être pragmatique. Il y a Catel aussi qui nous demande s'il y a des méditations guidées spécifiques. Alors je sais que Petit Bambou a une méditation spécifique pour les malades de cancer. Mais c'est vraiment quand, si je me souviens bien, c'est quand elles sont vraiment en traitement. Oui, après, par rapport au problème de sommeil, aujourd'hui, vous avez plein d'applications de relaxation, de méditation qui existent. Il y a des patients qui regardent des vidéos. Peut-être que certains d'entre vous connaissent aussi l'ASMR. Ce sont des vidéos aussi de relaxation où on entend des bruits qui sont assez agréables, etc. Et il y a des patients qui aiment ça aussi. Donc, tout ce qui peut être… un programme spécifique pour les… Voilà. L'idée, c'est vraiment d'axer sur la relaxation, sur l'éloignement des pensées parasites, tout ce qui peut parasiter le sommeil. L'idée, c'est vraiment de contracter vraiment, d'être en contact avec son corps et d'être en contact avec l'instant présent et de détendre aussi son corps pour favoriser l'accès au sommeil. Donc, par rapport à ça, tout ce que vous pouvez prendre pour méditer ou vous relaxer peut être utile. Voilà, personne a sa stratégie. C'est très différent d'une personne à l'autre. Sachez aussi que si vraiment vous avez des problèmes d'anxiété, dépressifs résistants ou des problèmes d'insomnie pure et dure, indépendamment de tout trouble de l'humeur, vous avez des thérapies aujourd'hui qui sont indiquées par les autorités de santé, qui ont fait leurs preuves pour traiter les problèmes d'insomnie. C'est ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Par exemple, je suis formée à ce type de thérapie et ça prend en charge notamment les problèmes d'insomnie. Donc, sachez que c'est vraiment une indication pour traiter les problèmes de sommeil. Dans certains cas, vous pouvez consulter votre médecin traitant pour parler de la mélatonine, qui est une substance qui est sécrétée par le cerveau naturellement et qu'on peut prendre en complément aujourd'hui pour favoriser l'endormissement ou le maintien dans le sommeil. Vous pouvez trouver la mélatonine dans le commerce librement, mais comme tout traitement, je pars du point de vue que, même si c'est en libre accès, c'est important que vous en parliez avec votre médecin traitant pour évoquer les possibles effets secondaires. Bon, il y en a très peu et de faible amplitude, mais c'est important de garder le contact avec votre médecin traitant parce qu'il pourra vous conseiller sur le dosage. Parfois, le dosage de référence est 2 mg, mais chez certaines patientes, ça peut être plus. Donc, voilà. Ça se tente aussi, mais avant, essayez l'hygiène du sommeil, essayez la méditation, la relaxation, éventuellement les psychothérapies, avant de penser à d'autres molécules, même si elles ne sont pas très méchantes. Mais on essaie toujours de limiter l'accès à des molécules. On essaie d'autres choses qui pourront aussi durer dans le temps, des stratégies que vous pourrez utiliser dans le temps. Vous parliez tout à l'heure des problèmes d'endormissement quand on a des douleurs. Il y a Delphine qui dit « j'ai des douleurs articulaires ». Est-ce que ça peut contribuer aux troubles cognitifs? Oui, la réponse est oui, parce que d'une part, il faut savoir que la douleur influence le cerveau déjà. La douleur, alors quand on a davantage quand on a des douleurs chroniques. Mais en général, suivant la situation dans laquelle on est, on a régulièrement des douleurs où on a peur d'avoir mal. Si à un moment, on a un peu moins mal. Donc, en fait, ça nous préoccupe. Donc, ça occupe une partie de notre cerveau. Et quand on a mal, la douleur, c'est le corps qui se rappelle au cerveau quand même, qui se rappelle à notre esprit. Donc, si vous êtes dans une activité, la douleur va attirer votre attention parce que vous allez commencer à vouloir avoir moins mal, en fait. Donc, vous allez vous préoccuper de ça d'une manière plus ou moins importante, mais vous allez vous préoccuper de ça. Donc, ça va attirer une partie de votre attention. Une partie de votre cerveau va être mobilisée par cette douleur-là et par la gestion de cette douleur-là. Et si vous avez des douleurs pendant le sommeil, soit lors de l'endormissement, soit au cours du sommeil, ça veut dire que ça va altérer votre qualité du sommeil. Donc, votre sommeil va être segmenté. Ça veut dire que peut-être vous allez faire moins de sommeil profond, moins de sommeil paradoxal. Donc, votre cerveau, il ne va pas fonctionner normalement, il ne va pas récupérer normalement. Donc, forcément, vous allez être plus fatigué le matin, vous allez être plus fatigable en journée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas récupéré. Et vous n'êtes pas Wonder Woman, encore une fois. On l'a tous éprouvé dans d'autres circonstances. Quand on a mal dormi, on est moins efficient le lendemain. Donc, c'est totalement normal. Le cerveau a besoin du sommeil.
Donc, concernant les douleurs, oui, c'est un problème fréquent et ça peut contribuer aux troubles cognitifs, soit directement, soit indirectement. D'accord. On nous pose aussi la question de l'utilisation du CBD. Ah, euh, le fameux CBD. Alors, le CBD, c'est une question complexe parce que, alors je vous avoue que je n'ai pas trop cherché concernant le cancer. C'est pas j'avoue que c'est une problématique qu'on me pose rarement. Oui. À ma connaissance, on n'a pas suffisamment de recul par rapport au CBD sur les effets cognitifs du CBD. C'est une problématique qui se pose aussi pour d'autres pathologies avec d'autres patients qui utilisent le CBD. On n'a pas suffisamment de recul en fait. Je peux faire la recherche pour un prochain webinaire. Mais pour l'instant, je ne saurais pas trop quoi vous dire. En tout cas, effectivement, ce n'est pas la même molécule que le THC, qui est donc la molécule qu'on connaît bien, qui est psychoactive, qui a des effets délétères pour le coup. Voilà, le CBD, a priori, il y a pas mal de… Enfin, les échos que j'ai eus, c'est que les patients sont plutôt satisfaits. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments scientifiques à vous proposer là-dessus. Puis il faut aussi préciser que c'est pas, on ne parle pas de cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique, il est en expérimentation actuellement, mais dans un cadre bien particulier, dans les douleurs, si je ne me trompe pas, liées au cancer. Donc, on aura probablement des résultats là-dessus. Mais concernant le CBD qu'on peut trouver actuellement dans des magasins, il n'y a pas d'études a priori faites sur ces huiles ou ces vapotages de CBD. Donc, voilà. Ensuite, ça réclamerait aussi de voir comment on contrôle ces substances-là, est-ce qu'on est sûr de ce qu'il y a dedans, et voilà. Et puis les effets à moyen terme, long terme, voilà, il faudrait voir un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est une bonne question que vous me posez, je chercherai. Je ferai mes recherches là-dessus. Promis, je chercherai. Et ça sert aussi à ça, vous m'apportez des questions. À chaque webinaire, moi-même, j'apprends des choses et puis il y a des nouvelles questions qui se posent. Voilà, donc c'est très intéressant. Merci. Je vous laisse continuer avec la stimulation intellectuelle. Et oui, parce que évidemment, l'idée, c'est pas on va tout améliorer avec un coup de baguette magique, mais l'idée, c'est que là aussi, on a des éléments de preuve qui commencent à être intéressants, que la stimulation intellectuelle peut être vraiment une aide pour diminuer le ressenti de difficultés au quotidien et pour compenser un petit peu les difficultés qu'on peut avoir, soit chez soi, soit au travail, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir plutôt une approche globale, à savoir, par exemple, une approche qui vous permet de restructurer votre environnement, c'est-à-dire voir un petit peu comment on peut améliorer, comment votre environnement peut s'adapter à vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vous-même pour favoriser l'attention et la mémoire? Vous seriez surprise du nombre de personnes qui ne pensent pas à prendre de notes alors qu'elles font des oublis. Ou qui refusent de prendre des notes parce qu'elles pensent entraîner leur cerveau. C'est contre-intuitif, mais en fait, il faut noter. Il faut noter, il faut soulager son cerveau. Quand on a peu d'attention, quand on a peu de mémoire, quand on a des ressources qui sont limitées par la fatigue, par les traitements, etc., c'est important de prendre soin du capital attention qu'on a. Donc, tout ce qu'on peut prendre pour noter, pour s'organiser, pour faciliter le rappel, etc., le téléphone portable, etc., prenez tout ce qui est à votre disposition et je vous assure que ça n'est pas suffisamment fait. D'accord. On peut apprendre aussi, grâce à des professionnels, des stratégies aussi à mettre en place pour mieux mémoriser. Et on peut aussi bénéficier d'exercices particuliers qui pointent certaines fonctions intellectuelles. Je vous rappelle la petite constellation du début, les bulles. En fait, les fonctions intellectuelles, elles sont sollicitées par certaines tâches plus que par d'autres. Par exemple, les mots croisés, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Voilà. Je sais qu'on va me poser la question, donc je le fais d'avance. Les mots croisés, ce n'est pas ce que je préfère. Il y a d'autres exercices que je peux vous présenter tout à l'heure que je préfère. Et puis, l'idée, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation ou l'éducation thérapeutique. C'est ce qu'on est aussi en train de faire là. C'est vous apporter des informations sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez au quotidien, parce que c'est comme ça que vous pouvez vous en saisir et reprendre le contrôle. C'est ça qui est important, de voir que vous n'êtes pas passif, que vous n'êtes pas obligé de subir les choses, mais que vous pouvez agir. Donc, la stimulation intellectuelle à différents niveaux peut être très intéressante. Vous avez depuis quelque temps
On cogite, donc ce sont des ateliers qui sont destinés aux patients, patientes atteintes de cancer qui ont des troubles cognitifs. Donc, vous retrouvez Chemo-Brain. Ce sont des ateliers qui sont en ligne, mais qui, je crois, peuvent avoir lieu aussi en présentiel. Mais là, dans le contexte sanitaire qui est le nôtre, voilà, ça restera encore, je pense, pendant un moment en virtuel. Et donc, on vous présente sur plusieurs semaines des séries d'exercices que vous faites. Et c'est assez tonique, c'est assez intensif. Donc, c'est une solution parmi d'autres qui peut répondre à certains besoins. Si notamment vous avez besoin de vraiment vous entraîner de manière très régulière, si vous éprouvez ce besoin-là. Un autre dispositif que nous avons mis en place, alors c'est à la Maison Rose Paris, ça va être aussi mis en place peut-être dans d'autres structures, mais ce sont des ateliers de stimulation cognitive que nous avons mis en place à la Maison Rose, qui sont des ateliers qui s'appuient sur les recommandations américaines, sur des groupes qu'ils ont mis en place, notamment aux États-Unis, et qui ont bénéficié d'études scientifiques. L'idée, c'est qu'en fait, on privilégie la qualité à la quantité, c'est-à-dire que sur quelques séances, on va travailler des stratégies très précises, on va travailler aussi l'adaptation, le ressenti émotionnel, on va apporter des connaissances, on va faire des exercices, mais pas que. Et on va créer un vrai espace d'échange autour de ces difficultés-là, avec l'idée que le but final, c'est vraiment de montrer aux patientes qu'elles peuvent faire les choses, qu'elles savent faire les choses, et de leur prouver qu'elles peuvent mettre en place des choses au quotidien. L'idée, c'est vraiment de transférer les acquis de l'atelier au quotidien dans des situations concrètes, à la maison, au travail, etc. Et donc, par exemple, on va commencer le prochain atelier cette semaine. Voilà. Donc, c'est une possibilité parmi d'autres, et ce sont des ateliers qu'on espère qui pourront essaimer dans d'autres structures grâce à Rose Up. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous n'avez pas… Oui. Ouais, du coup, la question des mots croisés a interpellé. On dit pourquoi pas des mots croisés? J'y viens. Donc, on y arrive. Alors, je passe rapidement sur les stratégies qu'on peut mettre en place. Prendre le temps, se donner le temps, ça, je vous assure que toutes les patientes ne le font pas, se donner le temps de faire les choses. Faire une seule chose à la fois, essayer de la terminer. Se donner des objectifs raisonnables. Ne pas se faire des listes à rallonge, je vous assure que je vois ça en consultation. Écouter sa fatigue. Là aussi, je vous assure que écouter sa fatigue, ce n'est pas toujours évident. S'appuyer sur les notes, on l'a dit. Placer les choses au même endroit. Ce sont des choses qui sont toutes bêtes, mais je vous assure que quand c'est fait, ça vous aide. Je le fais moi aussi, je vous assure. Je ne dis pas des choses aux patients que je ne fais pas moi-même. Sensibiliser les proches, on en a parlé, hein, c'est important que l'entourage aussi s'adapte. Ça veut dire se faire aider, mais ça veut dire aussi savoir dire non quand trop, c'est trop. Et ça aussi, je vous assure que ce n'est pas toujours simple de dire non. Et éviter les distracteurs autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours simple au travail, je le sais bien. Mais par exemple, quand on est en télétravail ou quand pour une raison ou pour une autre, quand on travaille chez soi ou quand si on a la possibilité de se mettre un petit peu à part, de limiter les distractions comme les mails, les téléphones portables, etc., ce n'est pas plus mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même? J'en viens à pourquoi pas les mots croisés. Les mots croisés, j'ai rien contre les mots croisés. Si les mots croisés vous font plaisir, faites des mots croisés. Il faut que vous ayez aussi du plaisir là-dedans. Vu que l'idée, c'est que ça soit des routines que vous mettiez en place. C'est que ça soit des choses qui soient faites sur la durée, que vous fassiez régulièrement. Tout ce dont on parle là, l'idée, c'est que ce sont des routines à mettre en place. Ce ne sont pas des choses à faire une fois dans la semaine ou une fois toutes les 2 semaines, etc. Il faut que ça soit quelque chose de régulier pour que ça donne des résultats. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous? Ce sont des exercices qui vont favoriser, on l'a dit, certaines fonctions mentales, certaines compétences. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, ça va être la concentration, ça va être la souplesse mentale, savoir passer d'une chose à l'autre, savoir aussi pouvoir
entraîner les fonctions de langage, aussi entraîner la mémoire à court terme, la capacité de pouvoir raisonner, c'est ce qu'on avait appelé tout à l'heure la mémoire de travail, la mémoire à court terme, pouvoir faire des raisonnements sur le court terme. Et donc ça, ce que j'aime bien proposer aux patientes, soit en atelier, soit chez elles, soit quand elles ne peuvent pas avoir accès à des ateliers, c'est tous les exercices de repérage, ce que nous on appelle dans notre jargon d'attention sélective, c'est repérer des intrus, par exemple les jeux des 7 différences, etc. Chercher trouve, donc c'est où est Charlie ou Trompissime, j'avais trouvé ça sur Internet aussi. Vous pouvez, tout ça c'est sur Amazon, hein, vous pouvez, enfin je ne veux pas faire de pub à Amazon, mais vous pouvez trouver sur Amazon ou chez votre libraire. Voilà. Voilà, chez votre libraire de quartier, vous pouvez commander. Vous pouvez aussi trouver dans le commerce, ça on n'y pense pas assez, mais tout ce qui est au rayon Montcroisé, tout ce qui est méli-mélo. Je vous assure que ça fait travailler l'exploration visuelle, l'attention, le langage, savoir repérer les mots dans un sens, dans l'autre. Ça entraîne la souplesse mentale. Et puis, les points à relier. Les points à relier, j'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins simple que ce qu'on croit. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Et c'est ça qu'on veut entraîner aussi, l'attention. Je vous rappelle que c'est un des piliers du fonctionnement intellectuel. Relier des points, ça demande pas d'avoir des diplômes, etc. C'est tout simple, mais je vous assure que c'est suffisamment complexe parce que quand vous le faites sur la durée, vous sentez que vous fatiguez. Il faut relier les points. Parfois, les points, ils sont de différentes classes, de différentes catégories. Et puis, quand ils sont très, 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 très nombreux, je vous assure que vous sentez que votre cerveau travaille. Et vous pouvez aussi, grâce à ces exercices, travailler aussi la rapidité. Si vous mettez un timer, si vous mettez une alarme, etc., vous pouvez vous challenger. Commencez par exemple un petit, c'est ce que je vous ai mis par exemple. Vous pouvez donc entraîner ce qu'on appelle la rapidité mentale, les fonctions attentionnelles ou ce qu'on appelle la flexibilité mentale et les fonctions langagières. Par exemple, en vous faisant un petit programme. Par exemple, 3 fois par semaine, vous faites 20 minutes d'attention soutenue en faisant du méli-mélo, un peu de points à relier, etc. Vous faites votre petit programme, vous commencez petit, donc vous ne vous fatiguez pas trop. Et dès que vous êtes à l'aise, que vous sentez que voilà, vous avez atteint un petit palier, hop, vous augmentez la difficulté. Et donc, vous pouvez panacher un petit peu les exercices. Et pour les complexifier, vous vous chronométrez. Ce que vous faisiez en 10 minutes, vous essayez de le faire en 8 minutes, en 6 minutes, etc. Vous faites un petit exercice, puis vous essayez le format au-dessus, puis le format au-dessus, etc. C'est vous qui trouvez votre rythme. Mais l'idée, c'est de se challenger pour montrer qu'on peut faire. Et votre propre témoin, votre propre comparatif, ça sera vous-même. Vous ne vous comparez pas aux autres, vous vous comparez par rapport à vous-même. Et vous vous apportez des petites récompenses. Voilà, quand vous sentez que vous avez franchi une barrière. Voilà. Et les progrès résultent de la régularité. Et je vous encourage surtout à utiliser ce type d'outil-là. N'investissez pas dans des applications trop chères, dans des choses qui n'ont pas forcément fait leur preuve. Parfois, il y a beaucoup de marketing. Parfois, les outils les plus simples sont les meilleurs. Ce qui compte, c'est le type d'utilisation. Et pourquoi, oui, je n'ai pas répondu à la question, pourquoi pas les mots croisés? Parce qu'à mon sens, les mots croisés, ça entraîne davantage les capacités de raisonnement et on a besoin souvent de connaissances langagières, de connaissances qu'on appelle encyclopédiques dans notre jargon. C'est-à-dire que ça fait plus travailler les mécanismes d'association, etc. Je trouve qu'on travaille moins directement la rapidité, l'attention, la concentration, la flexibilité mentale. Vous pouvez en faire, évidemment, ça ne va pas être délétère, évidemment. Mais si vous pouvez intégrer aussi d'autres types d'exercices, ça sera, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Il y a Marie-Thérèse qui demande si les jeux vidéo aussi, ça peut être un… Gros débat, les jeux vidéo. Gros débat sur l'utilité des jeux vidéo. Je pense que les jeux vidéo peuvent être intéressants pour certaines personnes, mais le problème, c'est que c'est un peu dur de prédire à l'avance. Ce qui est important, c'est de pouvoir entraîner aussi son attention. Vous pouvez faire des jeux vidéo, mais ce n'est pas exactement le même type d'attention que vous allez retrouver sur des choses comme celles que je vous présente. Parce qu'un jeu vidéo, c'est très stimulant. Ça vous demande de la réactivité, c'est pas compliqué. En plus, c'est très ludique, c'est très stimulant. Marie-Thérèse fait mention à Candy Crush plus particulièrement.
C'est Alors plus non, bon, la non, Candy stimule. Crush, sincèrement, non. Candy Crush, c'est pas assez stimulant, à mon sens. Je pensais à des jeux vidéo un peu plus, Élaboré. voilà, un peu plus élaborés, un peu plus complexes, voilà, comme il peut exister dans le commerce. Mais Candy Crush, c'est trop, c'est presque de l'automatisme, et c'est souvent de l'automatisme, et on a l'impression qu'on travaille, mais on ne travaille pas tant que ça. Je vous assure pour l'avoir vu, et j'ai demandé aux patients de confirmation, que des choses qui sont toutes bêtes, comme les millimélos, points reliés, ou écharlis, etc., quand vous le faites et que vous le faites bien sur la durée, ça vous fait travailler, et à la fin, vous êtes fatigué. Et je vous assure aussi que les patients s'améliorent aussi avec ça. D'accord. Il y a Valérie qui dit que le tricot l'aide. Alors là, c'est peut-être plus une question d'attention à Le tricot, alors le tricot, l'avantage du tricot, effectivement, c'est que c'est un peu d'une certaine manière, c'est un peu comme la méditation, on se recentre sur une activité. Et donc, ça, effectivement, ça peut être, alors je ne m'y connais pas trop en tricot, malheureusement, mais effectivement, c'est une activité qui recentre, et toute activité qui recentre est à privilégier. Et toute activité que vous pouvez faire régulièrement et sur la durée, encore une fois, est à valoriser. Encore une fois, ce n'est pas forcément une chose ou l'autre. Vous pouvez très bien faire le tricot et faire des exercices en plus, et vous voyez ce qui vous fait travailler. Essayez de panacher, essayez de voir ce qui marche pour vous, mais toute activité qui vous recentre, qui vous permet de faire travailler votre attention sur la durée de manière efficace et qui vous motive est à privilégier. Donc, tout le monde y va de sa petite particularité. Il y a Daphné qui dit qu'elle fait des puzzles. Très bien, ça aussi, ça peut être parce que ça demande de l'endurance, le puzzle, ça demande de l'attention, analyser les formes, etc. Voilà, encore une fois, c'est une activité qui paraît anodine, et effectivement, je n'en fais pas avec les patients parce qu'on n'a pas le temps. Mais effectivement, si vous avez le temps, oui, effectivement, vous pouvez vous donner une période de temps pendant lequel vous faites le puzzle. Ça peut être très, très intéressant, effectivement. Je vous laisse continuer, on va arrêter avec les petits exemples. De toute façon, voilà, juste pour conclure, voilà, parce que je vous ai tenu suffisamment longtemps à travers cette présentation. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment encore et toujours, donc, ce sont des difficultés. Les difficultés que vous pouvez éprouver sont des difficultés communes. Elles se traduisent par des difficultés qui sont diffuses, fluctuantes, d'intensité légère à modérée, donc au niveau attentionnel, au niveau mnésique, au niveau langagier. Ce sont des difficultés qui sont un peu complexes. On n'a pas toujours l'origine précise. On aimerait bien, mais pour l'instant, l'état des connaissances ne nous permet pas, pour chaque patiente individuelle, de retrouver l'origine des difficultés. Mais ce sont des difficultés qui sont transitoires et qui, encore une fois, ne sont pas le signe d'une dégradation à venir de l'état cognitif. Il est possible d'améliorer ces difficultés par des mesures toutes simples, ou plutôt simples, d'hygiène comportementale, mais aussi d'entraînement cognitif. Globalement, il faudrait une prise en charge globale. Et il faut rappeler aujourd'hui qu'il existe peu de possibilités, malheureusement, d'évaluation et de prise en charge, mais qu'il est important pour autant d'en parler autour de vous, auprès de vos médecins et entre patients, afin qu'il y ait une prise de conscience par les professionnels de santé, évidemment, qui se renseignent s'ils ne sont pas déjà au courant, mais aussi les autorités de santé, parce que ce sont les autorités de santé qui décident si et Roseup le sait bien, que c'est les autorités de santé qui décident à quel projet on valide ou pas, où on met les budgets, comment on crée des postes, etc. Et comment on crée aussi des parcours de soins ou des consultations spécialisées. Et voilà, est-ce qu'on les finance ou pas? Donc, on sait aujourd'hui que c'est grâce aux patients qu'on arrive à avancer, aux patients, aux patientes, qu'on arrive à avancer sur certaines problématiques de santé. Et donc, c'est important que ce type de problématique soit prise en compte dans la prise en charge des patients et des patientes atteintes de cancer. Et du coup, je vous ai mis à la fin du PowerPoint quelques articles si vous voulez aller un petit peu plus loin. Ils ne sont pas trop complexes, hein, théoriquement. Voilà. Après, vous avez tout ce que Roseup fait déjà en termes d'articles, en termes de communication sur cette problématique-là. Et
J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. Je sais que c'est très long et j'en suis désolée. On essaie de faire au plus court, au plus bref, mais on estime que c'est important de vous donner voilà, un petit créneau quand même, le maximum d'informations pour que ça soit, voilà, que vous ressortiez de ce webinaire avec le plus d'informations possible et le plus d'outils pour améliorer votre situation, avec l'espoir que, évidemment, ça puisse vous aider. Merci. Non, je pense que le format peut être difficilement plus court. Alors, vous l'entendez, j'ai des travaux derrière moi, ça tombe bien que ça ne commence que maintenant. Je voulais juste conclure parce qu'il y a eu des questions sur est-ce que la vidéo, on pourra revoir la vidéo, donc elle va rester sur Facebook et vous allez la voir en replay également sur notre chaîne YouTube. Concernant la présentation, si je ne me trompe pas, normalement, on l'envoie aux adhérents de RoseUp. C'est un de la valeur ajoutée quand on est adhérent. On a accès aux slides des présentations. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour l'obtenir. Il me semble que vous la partagez, c'est ça oui, voilà, donc, confirmé. Et concernant l'atelier Maison Rose Paris dont on a parlé sur les troubles cognitifs, de la même façon, il faut être adhérent pour en bénéficier. Et c'est sur inscription. Donc là, je vous invite également à vous rapprocher de la Maison Rose de Paris. Bon, on va mettre un terme à ce webinaire parce que c'est pas très agréable la perceuse en fond. Merci encore, Jean Petrucci, pour cette présentation très claire. Tout le monde vous remercie. Merci à toutes les patientes qui ont eu le courage de rester. Jusqu'au bout, d'être concentrés pendant 1h30, ce n'est pas évident. Bravo. Bravo, bravo. Félicitations à vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. Au revoir.